Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune préside un conseil des ministres ce dimanche. À l'ordre du jour, l'examen d'un projet de loi pour l'obtention de la pension alimentaire et plusieurs exposés relatifs au secteur des finances. L'expérience de l'Algérie mise au service de la lutte antiterroriste dans la région du Sahel. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général d'armée Saïd Chengreha, réitère l'engagement de l'État algérien à soutenir les pays voisins et États africains face à ce fléau. L'entité sioniste cible la Syrie. Une fois de plus, une nouvelle frappe a touché le centre du pays près de Homs et fait 5 blessés parmi les soldats syriens. Législative en Finlande, la populaire première ministre social-démocrate Sanna Marin joue sa reconduction. Elle pourrait être détrônée par ses rivaux de droite et d'extrême droite. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Tout d'abord, ce Conseil des ministres présidé donc ce dimanche par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. La réunion se consacre à l'examen d'un projet de loi qui comporte des dispositions particulières pour l'obtention de la pension alimentaire et plusieurs exposés relatifs au secteur des finances, notamment la digitalisation des services domaniaux, fiscaux et douaniers et le dossier d'ouverture du capital des banques publiques. Lutte antiterroriste, le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général d'armée Saïd Chengreha, a réitéré l'engagement de l'État algérien à soutenir les pays voisins et États africains face au fléau du terrorisme au diapason des résolutions des Nations Unies, de l'Union africaine et des mécanismes multilatéraux de coopération. Sofiane Barouti. Dans une conjoncture de recrudescence sans précédent de la menace terroriste sur le continent africain, Alger affirme son engagement sur le front de la mobilisation contre ce phénomène moribond. L'Algérie a compris très tôt les périls et les dangers du phénomène du terrorisme, mais aussi ses tenants et ses dimensions. Elle a ainsi mis en garde le monde entier contre ses conséquences dévastatrices et destructrices. Comme tout le monde le reconnaît aujourd'hui, l'Algérie a réussi à terrasser le terrorisme et à en finir avec son projet obscurantiste grâce à l'exploitation rationnelle de ses capacités et de son potentiel et aux expériences acquises par son peuple durant sa glorieuse révolution. L'Algérie a été à l'avant-garde et en première ligne du combat contre le fondamentalisme et le phénomène terroriste. Elle a réussi, entre autres, grâce à la solidité de ses institutions, à mettre en échec le projet obscurantiste. Les événements et les faits passés et ceux en cours ont prouvé que la lutte contre ce maudit fléau avec le sérieux et l'efficience nécessaires reste néanmoins dans le besoin pour des efforts continus, mutuels et coordonnés au niveau national, régional et même international, et ce à travers la veille à l'application stricte des résolutions et des instruments légaux des Nations Unies et de l'Union africaine, ainsi que des autres mécanismes bilatéraux et multilatéraux dans le même registre. La mobilisation et la résilience populaire combinées à la clairvoyance stratégique et à l'efficacité opérationnelle ont permis d'aller de l'avant dans la construction d'un horizon de paix et de sérénité à l'ombre de la discipline et de la vigilance permanente. C'est le propos qui a été exprimé par le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale à l'occasion de l'allocution qu'il a prononcée dans le cadre du dialogue de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le volet de la lutte contre le terrorisme, où il a affirmé que l'Algérie continue dans le même esprit ses efforts consacrés à l'appui et au soutien de ses voisins et aux États du continent africain dans leur guerre contre le terrorisme et l'extrémisme violent, s'inspirant dans cette voie par son expérience qui a été en même temps emplie d'amertume et jalonnée de réussite. L'Algérie défend une approche fondée sur l'alliage de plusieurs dimensions, dont la promotion du développement économique et du dialogue politique, ainsi que du respect scrupuleux du droit international qui se conjugue au volet de la sécurité et de la stabilité.
Les correspondantes des quotidiens français Le Monde et Libération au Burkina Faso ont été expulsées du pays hier soir, selon les rédactions qui dénoncent une mesure inacceptable et arbitraire. Les deux journalistes sont arrivés ce matin à Paris. Elles avaient été convoquées vendredi à Ouagadougou à la Sûreté nationale et il leur a ensuite été donné l'ordre de quitter le Burkina Faso dans les 24 heures. Au Proche-Orient, les exactions de l'entité sioniste se poursuivent. Les forces de l'occupation ont fait une nouvelle victime pas plus tard qu'hier. Il s'agit d'un jeune Palestinien tué près de l'une des portes de la mosquée Al-Aqsa. Le comité supérieur de suivi des peuples arabes a décrété une grève générale et décidé de transformer les funérailles du martyr en manifestation de masse. Nailaït Hamouda. La horde sauvage sioniste poursuit sa politique de répression ce mois sacré de Ramadan. La spirale de violence ne cesse de s'aggraver. Des morts et des blessés sont quotidiennement dénombrés lors de nouvelles opérations nocturnes menées par les forces d'occupation. Un jeune Palestinien originaire de la ville de Houra a été lâchement assassiné très tard dans la nuit d'hier par des balles sionistes près l'une des portes de la mosquée Al-Aqsa. La population se trouve une nouvelle fois endeuillée et déterminée à poursuivre son combat. Le comité supérieur de suivi des peuples arabes a décrété le deuil et a entamé un mouvement de grève générale en réaction à la répression, touchant ainsi les écoles et les commerces. Le comité de suivi a décidé de transformer les funérailles du martyr en une manifestation de masse contre toutes les politiques d'occupation, d'oppression et de discrimination raciale. Les forces de l'occupation ont ouvert le feu sur Mohamed El-Hassaibi, 26 ans, après qu'il tentait de défendre une fille palestinienne qui était insultée par les soldats sionistes. Les forces de l'ordre sioniste ont procédé ce matin à des arrestations arbitraires de deux jeunes Palestiniens dans la ville de Kafr Ne'ma, à l'ouest de Ramallah, dont leurs maisons ont été anarchiquement fouillées et pillées. Rien ne semble arrêter les forces du mal. La ville de Beit Omar a été une nouvelle fois la cible des attaques sionistes. Un jeune Palestinien a succombé à ses blessures, touché par des balles sionistes alors qu'il se trouvait au bord de sa voiture. Les forces d'occupation ont empêché les ambulances palestiniennes de s'approcher de l'endroit. Ajoutant à ces agressions et ces violences, les provocations perpétuelles des colons aidés par les forces d'occupation, dont leur incursion dans l'esplanade d'Al-Aqsa pour y prier, violant ainsi le droit international. Justement, Al-Aqsa a de nouveau été profané par les colons sionistes sous haute protection des forces de l'occupation qui ont notamment fait sortir de force les fidèles de la mosquée. Les autorités sionistes ont renforcé leur déploiement à l'intérieur d'Al-Aqsa et ses portes. Et au niveau de ces portes, elles harcèlent les jeunes et entravent leur accès à la mosquée. Rien ne semble freiner la barbarie sioniste en Syrie. 5 soldats ont été blessés ce dimanche après minuit lors d'une frappe de l'entité sioniste près de Homs dans le centre du pays. Il s'agit de la 3e frappe de l'entité sioniste en Syrie en plus de 3 jours après que la capitale Damas ait été ciblée le 30 et 31 mars dernier par des raids aériens. Dans l'actualité également, ce sauvetage effectué par l'Ocean Viking, navire ambulance affrété par SOS Méditerranée. 92 migrants en détresse à bord d'une embarcation pneumatique surchargée et dégonflée ont donc pu être secourus hier après-midi au large de la Libye. Parmi les personnes évacuées se trouvent notamment 9 femmes et environ 40 mineurs non accompagnés, écrit l'ONG sur Twitter. En Espagne, la ministre du Travail, Yolanda Díaz, officialise sa candidature comme chef de file de la gauche pour les élections législatives de fin d'année. Donc dans le pays, cette avocate de 51 ans en tête des enquêtes d'opinion sur les responsables politiques les plus appréciés des Espagnols conduira une nouvelle plateforme baptisée Sumar, regroupant une dizaine de petites formations situées à la gauche du Parti socialiste. Et puis second tour de l'élection présidentielle au Monténégro ce dimanche, une élection qui se joue entre le novice Javok Milatović et le sortant Milo Đukanović, vétéran de la scène politique de ce pays des Balkans.
Élection toujours législative en Finlande. La première ministre Sanna Marin joue une difficile reconduction. La dirigeante de 37 ans pourrait être détrônée par la droite et les nationalistes anti-immigration. Et pour la 5e fois en 2 ans, les Bulgares se rendent aux urnes pour élire leur parlement, un record au sein de l'Union européenne. Ce pays de 6,5 millions d'habitants, le plus pauvre de l'Union européenne, s'enfonce dans la crise. On s'intéresse également à cette visite du ministre japonais des Affaires étrangères en Chine, à Pékin, où il a rencontré donc son homologue chinois. Il s'agit de la première visite d'un chef de la diplomatie japonaise en Chine depuis décembre 2019. Et les deux ministres ont notamment évoqué les questions non résolues entre les deux nations. On passe au sport. Dans cette édition, le représentant algérien engagé dans la Coupe de la CAF, l'USM Alger est à un point du bonheur et de la qualification au quart de finale de la compétition. Les Rouges et Noirs affrontent ce soir dès 21h Al-Akhdar de Libye au stade du 5 juillet. Et après Bahreïn et l'Arabie Saoudite, la Formule 1 s'exporte de l'autre côté du monde, en Australie, pour la 3e manche de la saison 2023. Le Grand Prix d'Australie a vu Max Verstappen de l'écurie Red Bull s'imposer devant ses rivaux de chez Mercedes et Aston Martin, Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Le cauchemar continue pour Ferrari. Salah Faisal nous en parle. Le 3e Grand Prix de la saison a été complètement fou et plein de rebondissements. Le double champion du monde s'est offert un premier succès de sa carrière à l'Albert Park. Le Grand Prix d'Australie, 3 drapeaux rouges et des crashs des voitures de sécurité. Au début de la course, Max Verstappen en pole position sur la grille du départ a perdu contre George Russell, mais le pilote de Red Bull a repris la tête rapidement après un drapeau rouge provoqué par l'accident d'Alex Albon au 7e tour. Tandis que le drame de la journée a été signé Russell au 20e tour, le pilote de Mercedes a vu son moteur prendre le feu et l'amener à l'abandon. À Melbourne, le pilote de la Ferrari, Charles Leclerc, poursuit sa descente aux enfers après un nouveau abandon. Le Monégasque est sorti de la course au premier tour au 3e virage. Le pilote de la Ferrari a été frustrant, une collision avec la Lance Stroll d'Aston Martin. Kevin Magnussen a cogné. Okay, Max. Le pilote néerlandais Max Verstappen a réalisé sa première victoire en Australie, alors que le Britannique Lewis Hamilton a décroché la 2e place et son premier podium de la saison devant Fernando Alonso qui a complété le podium suivi de Sainz et Perez. Cependant, Sainz a été frappé d'une pénalité de 5 secondes pour son affrontement avec Alonso. La Formule 1 entrera maintenant dans une pause de près d'1 mois avant de se retrouver sur le circuit de Bakou du 28 au 30 avril pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Un mot sur l'Open de Miami remporté par Petra Kvitova. La Tchèque qui participait à sa première finale à Miami à l'âge de 33 ans s'est donc imposée 7-6, 6-2 au Hard Rock Stadium face à Elena Rybakina. Donc la Tchèque est ainsi... On peut lui souhaiter bonne chance. Elle réintègre donc le top 10 du classement mondial. Il est certain que le tie-break a été décisif aujourd'hui. Je pense que tout le match, c'est le plus long tie-break que j'ai joué dans ma vie. Ce n'est pas facile de tenir tête à Elena comme je l'ai fait. Je suis donc très heureuse. Je suis très épuisée. Désolée les gars, mais je suis très heureuse la plupart du temps. Et la finale messieurs se joue dans moins d'1 heure. C'est un choc qui attend les fans. Daniil Medvedev, numéro 5 mondial, s'apprête à disputer une 5e finale consécutive contre Yannick Sinner, 11e mondial. On termine cette édition en douceur avec un zoom sur la pâtisserie tunisienne, très appréciée en ce mois de Ramadan. Mohamed Wali Ben Chaban nous en parle. Souk El Barka, de la ville antique de Tunis. Ses ruelles d'artisans, son monument religieux, Jama Zaytouna, les odeurs des épices et de fleurs de jasmin, principales caractéristiques de la Médina. Pendant le mois sacré de Ramadan, le commerce de gâteaux et confiseries est particulièrement florissant durant cette période
est fait de bled larbi, une référence dans cette industrie. Les artisans proposent de délicieux gâteaux originaux et d'autres spécialités tunisiennes plus gourmandes de la région. Voici les gâteaux préférés des Tunisiens durant le mois sacré de Ramadan. Nous avons plusieurs spécialités et variétés à proposer à nos clients. Vraiment, nous avons plusieurs gâteaux de la meilleure qualité. Franchement, les Tunisiens mangent de tout. Ils n'ont aucune préférence pour ces délicieuses confiseries. Durant cette période du mois sacré, les clients n'hésitent pas à passer commande. Les commerçants se retrouvent obligés de répondre à la forte demande et assurer un meilleur prix à leurs produits. Le Ramadan, c'est comme d'accoutumé. Les gens font les courses le matin, la soirée est plus mouvementée. Les familles sortent pour prendre un peu d'air. S'agissant des prix des gâteaux, ils varient entre 25 et 60 dinars tunisiens. Les gens passent commande selon leurs besoins. Tout au long de l'année, plusieurs variétés de gâteaux classiques et traditionnels sont disponibles dans les magasins. Durant le Ramadan, les commerçants mettent un point d'honneur à fabriquer les gâteaux avec des produits frais pour satisfaire la gourmandise des consommateurs jeûneurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain.